Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de l'environnement. Les voix de l'environnement sur Sud Radio jusqu'à 19h30 en compagnie de Morad Aïtabouche. Bonsoir à vous Morad. Bonsoir Jean-Marie. Réalisateur de la série Sale temps pour la planète, c'est diffusé sur France 5 et vice-président du syndicat des agences de presse. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Sylvain Maillard. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Vous êtes député par ailleurs de la ville de Paris. Nous serons rejoints dans quelques instants par Henri Landès, cofondateur de la Fondation Landestini. La France est-elle vraiment l'un des pays les plus verts du monde? C'est la question que nous nous posons ce soir dans les voies de l'environnement. Nous revenons sur ce classement qui a fait beaucoup parler, le classement mondial Green Future Index, qui est établi par la revue du MIT Technology Review. La France serait le 4e pays le plus vert au monde, derrière l'Islande, le Danemark et la Norvège, devant la Finlande, la Nouvelle-Zélande ou le Costa Rica, État plus vertueux au monde par ailleurs dans d'autres domaines. Le classement qui porte sur les progrès des différents pays et leurs engagements, c'est important, on y reviendra, à bâtir un avenir plus sobre en carbone. Sylvain Maillard, est-ce que j'imagine que pour vous, c'est une confirmation ce classement et que vous l'avez accueilli comme une grande nouvelle? Écoutez, au-delà d'un classement, c'est de voir que nous sommes d'abord arrêtés de faire du France bashing. On a toujours la sensation que quand on écoute des militants écologistes, que nous sommes toujours les derniers de la classe, que rien n'avance en France. Et un classement extérieur fait par une grande université américaine montre que non, évidemment, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Nous sommes en train de voter à l'heure actuelle une loi climat et résilience. Mais au-delà de ça, que la situation française est plutôt dans les pays les plus avancés. Ils nous disent 4e et au fond, c'est pas ça l'important. L'important, c'est d'abord la trajectoire dans laquelle nous sommes et l'accélération de cette trajectoire dans laquelle nous nous sommes inscrits et nous voulons nous inscrire dans les mois et dans les années qui viennent. Alors, vous avez parlé justement de cette loi climat et résilience que les députés s'apprêtent à voter. On viendra aussi sur les manifestations qui ont été assez suivies d'ailleurs les précédents week-ends avec plusieurs milliers de manifestants dans plusieurs grandes villes de France, notamment des manifestants écologistes qui reprochent, je les cite, un manque d'ambition à cette loi. Morad Aïtabouche, la France, d'après ce classement et d'après la revue qui établit ce classement, est notamment un leader mondial, je cite, de la production d'hydrogène. C'est un point qui a beaucoup compté dans l'établissement de ce classement. Et elle est engagée aussi à dépasser les objectifs de l'Union européenne en matière d'énergie à base d'hydrogène d'ici 2030. Ça, c'est le point fort ? C'est d'abord et avant tout un engagement, c'est une parole, une promesse. En fait, ce qui va être intéressant avec cet index, c'est de voir année après année si les promesses, si ces paroles sont suivies des faits. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, la France promet d'aller vers l'hydrogène, ce qui est tant mieux. J'espère qu'elle ira aussi vers d'autres énergies aussi propres que sont l'air comprimé, enfin, et surtout les éoliennes, et d'une manière générale, encore plus impliquées dans le développement de tout ce qui est solaire, etc. Aujourd'hui, on le sent, ce classement qui est quand même sorti le 25 janvier. On a l'impression que le gouvernement a décidé de sortir un peu l'artillerie lourde au moment des discussions sur la loi climat et résilience. Et on a le sentiment qu'effectivement, entre le ministre de l'économie, l'écologie, on y va, regardez comme on est beau, regardez comme on est fort. Les Verts, de l'autre côté, le député a raison de le rappeler, ils sont tous un peu verts de rage en disant... c'est bien d'être 4e, mais quand on regarde le premier, la Norvège, elle est quand même d'abord et avant tout, c'est un pays producteur d'énergie fossile, de pétrole, même si, il faut quand même le rappeler, ils ont aujourd'hui 50% de voitures donc électriques. Vous êtes mitigé, si je vous comprends bien. Je suis mitigé parce que je pense que c'est un classement qui va être intéressant au fil des années pour voir si effectivement les engagements, les paroles aujourd'hui seront suivis des faits. Et c'est pour ça que je dis, il faut de toute façon à un moment commencer à indexer, à faire un classement pour voir comment tout ça évolue. Et il faudrait prendre date dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans pour voir si la France va tenir ses promesses. En 2015, on a quand même fait signer à tout un tas de pays, et nous les premiers, la COP 21, donc où on s'engageait. Je le rappelle, la France a été
avec l'affaire du siècle, condamné au franc symbolique, à l'euro symbolique. Voilà. C'est bien la preuve qu'aujourd'hui, on doit aller plus loin, on doit aller plus vite. En tout cas. Je le rappelle, vous y faisiez allusion à l'instant, le tribunal administratif de Paris, il y a quelques semaines, condamné, quelques mois plutôt, l'État français pour, je cite, des manquements dans la lutte contre le changement climatique. C'était une assignation qui était faite par plusieurs ONG, dont Oxfam France, la Fondation Hulot, Greenpeace ou encore Notre Affaire à tous. On a l'impression qu'il y a un petit hiatus, Sylvain Maillard. C'est-à-dire un petit hiatus. Un petit hiatus, c'est-à-dire que vous entendez des organisations non gouvernementales, écologistes pour la protection de l'environnement, qui reprochent assez souvent à l'État français et en particulier à son gouvernement de ne pas en faire assez. Et à côté de cela, on lit ce classement qui, au contraire, pointe... plutôt montre le pays sous un jour favorable. Comment on explique cette disproportion entre les réactions des uns et les affirmations du gouvernement et de la majorité dont vous faites partie ? C'est très simple. Une grande partie des ONG sont clairement pour un autre type de modèle de société et quelque part l'assument. Il ne suffit pas de dire qu'on est vert et qu'on veut de l'écologie. Ouais. C'est le travail que nous faisons au quotidien, c'est de dire ce que nous voulons comme société. Nous voulons une écologie de croissance. Nous voulons une croissance verte. Et bon nombre d'ONG dont vous venez de parler, elles veulent une décroissance. Oui, c'est un autre modèle, un autre fonctionnement. Et moi, je voudrais juste reprendre un exemple dont vous venez de parler. Pardon de vous interrompre, mais je crois que c'est important d'être très factuel. Vous savez qu'à l'heure actuelle, en France, quand vous prenez le carnet de commandes des constructeurs automobiles, 25% des voitures commandées en attente à l'heure actuelle d'être livrées sur cette année et sur l'année prochaine, parce que vous savez qu'il y a un délai à l'heure actuelle du fait du manque de composants électroniques. 25% des voitures sont hybrides ou électriques. La transformation, elle est massive, elle est visible. Les Français, les entreprises s'en sont saisies. C'est ça qu'il faut regarder. Comment faire pour accompagner, comment faire pour que ce ne soit plus des passoires thermiques chez nous, dans les bâtiments publics. C'est des choses très concrètes. Arrêtez de s'auto-flageller en disant qu'on est toujours les plus mauvais. Ce n'est pas vrai. Et accélérer, trouver les solutions tous ensemble. Alors vous reprochiez à l'instant à ces ONG, ces organisations non gouvernementales, de vouloir une décroissance verte, sauf que Sylvain Maillard, le tribunal administratif de Paris, qui n'est ni politique, ni écologiste, ni militant, leur a donné raison, c'est-à-dire qu'il a condamné symboliquement à 1 € l'État pour inaction. Oui, vous savez, moi je suis pas pour, je suis législateur, et j'ai pas commenté une décision de justice, donc je ne vais pas rentrer là-dedans, et ce n'est pas les juges qui font la politique non plus. Moi, je vois l'écologie, elle se réglera pas devant les tribunaux, elle sera dans l'action. Nous votons une loi, on peut contester ses modalités, on peut revenir dessus en disant que ça doit aller plus vite, ça doit aller plus fort, ou bien certains, faut entendre aussi tous ceux qui en France disent ça va trop vite, ça va trop fort, vous êtes en train de transformer un modèle, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on entende aussi ça. La France, elle est plurielle, elle est multiple, elle est pas une seule voix. Et donc, nous, ce que l'on dit, c'est qu'on donne une trajectoire. On parlait tout à l'heure de l'hydrogène. Moi, je suis très fier. On a mis 7 milliards sur la table. C'est énormément d'argent, 7 milliards sur la table pour être le leader de l'hydrogène en Europe et dans le monde d'ici 2027-2028. C'est beaucoup d'argent investi. Je pense à la batterie aussi. La batterie, vous savez, c'est le combat à venir. Parce qu'on parlait tout à l'heure des éoliennes. Les éoliennes, c'est bien beau, mais c'est une énergie, une source d'énergie intermittente. La batterie, ce sera le combat pour permettre justement aux éoliennes, aux énergies solaires, aux énergies parfois intermittentes qu'on pourra avoir et qu'on va créer, comme celle du mouvement, par exemple. Je prends souvent l'exemple d'un téléphone portable. Un téléphone portable, il n'est pas fait pour être branché sur un mur. Non. Il est fait pour produire lui-même son énergie. Tout ça, il faudra le stocker. Et les batteries, c'est ça qui nous permettra d'être beaucoup plus efficients. Et il faut investir. Et nous mettons beaucoup d'argent sur la table. Mais ça, on n'en parle jamais. Et la France investit. Morad Aitabouche. Non, simplement quelques réserves aussi sur ce classement, puisqu'il faut rappeler les critères. Or, aujourd'hui, dans les critères du MIT, on ne parle pas des émissions de gaz à effet de serre. Parce qu'on ne peut pas imaginer que le Ghana, qui est un faible émetteur de gaz à effet de serre, se retrouve aussi loin que le Luxembourg, qui, lui, pour le coup, est un gros émetteur de gaz à effet de serre, se retrouve devant. Non, moi, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, la France s'engage, en tout cas dans
dans les paroles, on sent qu'il y a une vraie volonté. Moi, je fais partie plutôt des pragmatiques qui disent que de toute façon, il faut d'abord et avant tout voir pour y croire. Or, aujourd'hui et depuis 2015, on s'est clairement engagé vers vraiment une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre. Et d'ailleurs, dans le procès du siècle, c'est ce qui est reproché à la France. C'est d'abord et avant tout de ne pas faire en sorte qu'on réduise drastiquement Est-ce que ça veut dire qu'on de a gaz à effet de serre. Et c'est pas pour autant, et je suis d'accord aussi sur le fait qu'il ne faut pas faire que du France bashing, pour dire qu'effectivement, on est dans des vraies déclarations d'intention. Maintenant, j'aimerais, moi, qu'à un moment ou à un autre, que dans la loi climat, par exemple, on arrête de discuter autour de faut-il ceci ou... Non, il faut y aller vraiment. Qu'est-ce qui manque concrètement pour vous dans cette loi climat ? Il faut réellement avoir une politique pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. C'est pas le cas aujourd'hui. Non, c'est pas autant le cas qu'on l'a promis à l'époque en 2015. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça que la France a été condamnée comment dire, dans l'affaire du siècle. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Sylvain Maillard, est-ce qu'il y a une disproportion entre les objectifs que se fixe la France et les actions qu'elle met en place justement pour les atteindre, en termes de réduction notamment des gaz à effet de serre ? Moi, je crois qu'il faut être ambitieux dans les objectifs. Oui. Et donc, se dire que ce sont toujours des objectifs trop ambitieux, je pense que ce n'est pas une politique. Ce qu'il faut, c'est évidemment être pragmatique et d'avancer point par point. Parce que dire il suffit, il n'y a qu'à, faut baisser. Vous savez, c'est comme quand on s'occupe du budget et avec les niches fiscales. Dire il faut supprimer toutes les niches. Oui, mais dans chaque niche, il y a un chien qui mord. Hein. Donc l'idée, elle n'est pas si simple. Moi, je vais vous donner juste un exemple qui me tient à cœur. Moi, je suis parisien, vous avez la gentillesse de rappeler. On va voter les zones à faible émission à Paris. Les zones à faible émission, ça nous permettra dans 4 ans, 4 ans c'est rapide hein, à l'échelle d'une politique publique, dans 4 ans de diminuer de 40% l'émission de CO2. Ça, c'est du très concret. Vous avez raison, on le jugera dans 4 ans. Ça, c'est notre engagement. On s'organise dessus. Et voilà des choses très pragmatiques. Moi, vous savez, les incantations de il faudrait faire 50 pour 1%, 77%, mais au fond, sans assurer une écologie qui soit accessible pour tous. Parce que vous savez, quand on a les moyens, c'est facile. C'est facile. Quand c'est plus difficile, eh ben il faut qu'on puisse accompagner. Et je terminerai juste dessus. Quand on veut faire la rénovation thermique, ça coûte beaucoup d'argent. Comment on le finance? On sait qu'il faut y aller. Comment on le finance? Comment on finance le reste à charge? C'est ça dont on traite. Et Sylvain Maillard, juste pour revenir sur votre réponse, on ne parle pas des objectifs que des organisations écologistes ou des ONG fixent pour la France. On parle des objectifs que la France s'est elle-même fixés, c'est-à-dire notamment le gouvernement que vous soutenez, celui sous la présidence d'Emmanuel Macron, par exemple. Donc il ne s'agit pas de dire faucon et yaka. Est-ce que les objectifs pour lesquels, malgré tout, la France a été condamnée par le tribunal administratif, est-ce que les objectifs qu'Emmanuel Macron a fixés pour ce pays et le gouvernement précédent sont en passe d'être tenus ? Oui, en tout cas, dans les objectifs que nous déposons sur cette loi climat résilience et au-delà de ça, de ce que nous avons voté dans les budgets précédents, ce sont des objectifs pour nous que nous devons tenir et sur lesquels nous devons arriver. N'oubliez pas que les objectifs sur lesquels nous sommes condamnés, c'est aussi des objectifs qui ont été pris avant. Mais au fond, ça nous est égal. Ce qui est important, c'est comment on fait pour avoir un air plus pur. On élève des enfants, j'élève mes enfants à Paris, j'ai envie d'avoir un air pur, tout simplement. J'ai envie de pouvoir vivre dans un pays qui puisse nous offrir un cadre écologique bien plus intéressant, bien plus agréable. On a tous envie de ça. Et donc, c'est vers ça qu'il faut y aller. Mais il faut être très pragmatique. Encore une fois, dans cet échange, je crois qu'il faut discuter. On peut discuter d'ailleurs article par article de ce qu'on porte, qu'on est pour, on est contre, on peut aller plus loin. Mais c'est que dans le pragmatisme et dans l'efficacité de chacun des dispositifs qu'on y arrivera, pas dans l'incantation. Henri Landès nous a rejoint, cofondateur de la fondation Landestini. Bonsoir à vous, Henri Landès. Bonsoir à tout le monde. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes en France, vous êtes en Haute-Loire, en direct de la Haute-Loire sur Sud Radio, comme tous les jeudis soirs. Vous êtes par ailleurs franco-américain. C'est une revue américaine prestigieuse qui a établi ce classement, qui classe la France 4e pays le plus vert du monde, avec votre aperçu plutôt international. Est-ce que vous êtes étonné par ce classement, Henri Landès ? Je ne suis pas étonné parce que j'échange souvent avec les autorités américaines qui voient la France comme, pas nécessairement pionnière, mais comme un pays bon élève, notamment dans le cadre européen. Et l'Europe étant un acteur clé dans les négociations sur le climat, etc. Les États-Unis voient aussi la France comme un pays avec un atout dans le nucléaire qui est décarboné à la production
et donc ne remet pas en question, comme je pense devrait l'être, ce déséquilibre dans le mix énergétique français et cet aspect quand même carboné et de pollution indirecte par le nucléaire et les risques, etc. Enfin, les États-Unis ont un débat qui manque sur l'alimentation saine, l'alimentation sans OGM, l'alimentation et l'agriculture moins intensive. Donc, je trouve intéressant qu'il y ait un classement qui place la France en hauteur. Par rapport aux États-Unis, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'avance. En revanche, il y a quand même un grain de sel à prendre quand on évalue une étude menée par des expertises américaines. Et un grain de sel à amener justement. Alors, le reproche qui est fait notamment à ce classement, Henri Landès, en tout cas fait par un certain nombre d'organisations, notamment françaises et écologistes, c'est qu'il apporte trop d'importance aux objectifs que la France s'est fixés, plus d'importance aux objectifs qu'à la réalité du terrain, et notamment les émissions de gaz à effet de serre actuelles en France. Est-ce que c'est pour vous une faiblesse également ? Oui, mais tous les pays, en fait, sont dans la faiblesse en ce qui concerne la transition énergétique et écologique parce que nous n'avons pas suffisamment d'objectifs ambitieux d'une part, mais surtout les moyens mis derrière. On voit qu'il y a eu des reculs autant en France que dans de nombreux pays européens d'ailleurs. Les États-Unis font un aller-retour aussi en fonction des 4 années de présidence qu'ils ont eu. Heureusement que maintenant ils reviennent un peu sur la trajectoire qu'avait fixée le précédent avant Donald Trump. Depuis le départ de Donald Trump, oui. Oui, la réalité, c'est que la France peut faire beaucoup plus, c'est sûr. Est-ce que la France peut faire beaucoup plus toute seule ? Elle peut l'annoncer toute seule. Et ensuite, il faut être vraiment derrière elle dans les négociations européennes. Et ça, c'est très difficile parce qu'effectivement, nous avons lié notre agriculture à une politique européenne. Nous avons lié l'énergie aussi à une politique européenne. Donc, la France doit être plus ambitieuse, certes, mais ensuite, on doit faire pression à différentes échelles dans d'autres pays européens. Et arriver à convaincre notamment les autres, notamment la Pologne, par exemple, ou même l'Allemagne qui rejette beaucoup de CO2 avec des centrales à charbon. Revenons sur une spécificité française qui n'est pas spécialement félicitée par ce classement, mais qui permet à la France de dégager moins d'émissions de gaz à effet de serre, c'est quand même le nucléaire, Morad Aïtabouche. D'abord, est-ce que ça, c'est quand même un atout qu'il faut garder pour limiter le changement climatique à notre échelle en France ? Et 2, est-ce qu'on aura les moyens demain de continuer à produire autant d'électricité nucléaire ? Alors clairement non, mais en tout cas ce qui est intéressant, c'est ce que disait Henri à propos du mix énergétique. Aujourd'hui, c'est clair que de toute façon, il faut aller de plus en plus vers les énergies renouvelables. Or, on sent que la France freine des cas de fer et c'est bien là le drame. Aujourd'hui, le nucléaire, c'est un peu... tant qu'on a du nucléaire, on se dit qu'on aura de l'énergie. C'est dommage parce qu'on pourrait, et nous Français, nous sommes toujours les pionniers quand il s'agit d'aller chercher des nouvelles énergies. On parlait de l'hydrogène à l'instant, effectivement. Mais oui, mais aussi, il y a une entreprise à Nice, on crée de l'emploi qui a décidé, elle, de lancer des voitures qui fonctionnent à l'air comprimé. C'est encore, pour le coup, moins polluant que l'hydrogène et on peut considérer ça produit pas de déchets. Exactement, et c'est pour ça. Mais l'énergie nucléaire, le jour où on arrivera à utiliser non pas 10% du potentiel, de l'uranium enrichi, mais 90 ou même plus, là, effectivement, on sera, nous, bien meilleurs. Quand l'énergie nucléaire en France sera produite en toute sécurité, on sera encore bien meilleur. Mais en tout cas, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut qu'il y ait un mix énergétique et qu'il faut aller vers ça. Donc, baisser la part du nucléaire. Et baisser la part du nucléaire. Même si le nucléaire ne rejette pas de gaz à effet de serre. Mais encore une fois, il faut dire et répéter, aujourd'hui, on peut créer de l'emploi et c'est important en France. On peut être pionnier justement dans la création de nouveaux emplois, que ce soit sur l'hydrogène, que ce soit sur toutes les énergies aujourd'hui qui sont des énergies propres. Il faut aller vers ça et c'est pas que des engagements. Je pense que la France a tout à y gagner et à devenir vraiment pionnière. Moi, je ne cesse de répéter ici qu'à chaque fois qu'il y a eu des crises pétrolières, la France s'est montrée dans la recherche sur justement ces énergies alternatives, très loin devant tous les autres pays. Il faut continuer à investir parce que de toute façon, à terme, c'est la France et l'emploi qui va y gagner. Et on rappelle d'ailleurs une autre énergie du futur qui est développée en France, mais avec un certain nombre de pays dans le monde. Ça se passe à Cadarache, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous avez le réacteur ITER qui fonctionne un peu comme un réacteur nucléaire, sauf que c'est le contraire, c'est comme dans le Soleil. C'est un réacteur qui travaille sur l'énergie issue de la fusion. Normalement, ça ne doit pas faire de déchets nucléaires. Sylvain Maillard, pour en terminer, c'est un atout de la France pour ne pas trop rejeter de CO2, le nucléaire et la part du nucléaire. Vaste question quand même, est-ce que la France aura les moyens de renouveler son parc nucléaire au-delà de 2030 ?
D'abord, moi, je crois que le nucléaire, c'est une chance en France. C'est une chance parce que ça nous a permis d'avoir pendant des années, on continue d'avoir une électricité peu chère. Les Français s'en rendent pas compte, mais quand ils vont à l'étranger, ils se rendent compte de la différence des prix. Et donc, on a une énergie peu chère, fiable, non intermittente, grâce au nucléaire. Par contre, on est rentré dans une trajectoire de mix énergétique en disant que la part du nucléaire ne doit pas être supérieure à 50%. N'oubliez pas que pour construire une centrale nucléaire, c'est 80 ans. C'est-à-dire entre le début et la fin, le démantèlement, c'est 80 ans, c'est un temps long. Et je crois que la politique et la politique énergétique doit s'inscrire dans un temps long avec des vraies accélérations, c'est ce que nous sommes en train de vivre sur l'hydrogène, sur les nouvelles technologies, vous avez raison, des batteries, pourquoi pas, moi j'entends plein de choses sur les nouvelles énergies, vous avez raison, il y a beaucoup d'emplois à faire, à créer là-dessus. Je crois qu'il y a dans les années 2030-2040 montreront d'autres façons de produire de l'énergie et tant mieux. Moi, je crois moins à titre personnel à des grandes centrales. Au contraire, je crois qu'on va produire l'énergie là où on la consomme et que c'est ça l'avenir. Mais en attendant, il n'y a pas de recette miracle. Il faut avoir une trajectoire de construction d'alternatives. Mais le nucléaire fait partie de notre stratégie énergétique et tant mieux. Merci à vous, Sylvain Maillard, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Merci à vous également, Morad Aïtabouche. Merci Jean-Marie. Réalisateur de la série Sale Temps pour la planète, c'est sur France 5, vice-président du syndicat des agences de presse. Et merci Henri Landès, cofondateur et directeur de la fondation Landestini. La suite des vraies voix qui font bouger la France, c'est tout de suite. On parle des entrepreneurs. Parlons vrai avec les entrepreneurs. Vous retrouvez Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart. À tout de suite.